Bonjour, donc Johan Pagnac, instructeur à la DDT, mais j'ai travaillé aussi avant à l'ANA Centrale au service juridique, donc voilà, je peux répondre à quelques questions si vous en avez. Donc moi, je suis Nacera Reziga au Muretin Aglo et nous sommes instructeurs depuis le 1er janvier 2024. Alors, Hélène Vergniaud, je suis conseillère au conseil départemental, donc pas du tout instructrice. Nous, on a la particularité d'être à la fois Espace Conseil France Rénov et MAR. Donc au niveau du Muretin Aglo, juste pour préciser, on est aussi, en tout cas pour cette année, MAR et instructeur. Bonjour à tous. Donc un exercice depuis maintenant 2 mois. On reçoit pas mal de demandes un peu diverses, notamment sur le parcours des propriétaires bailleurs, par exemple, entrée modeste et modeste, où on tombe sur c'est un nouveau processus qui a été mis en place à partir du 1er juillet 2024, qui est un ancien système avec un formulaire CERFA à remplir. Je voulais connaître les conditions exactes d'obtention d'éligibilité pour ce parcours-là. Est-ce que un résident, par exemple, à l'étranger ou une feuille d'imposition à zéro, comme on peut apercevoir, sont éligibles à ce parcours de rénovation? Alors du coup, le MPRPA PB, du coup, qui est ouvert depuis le 1er juillet de cette année, c'est un dispositif un petit peu spécifique. L'éligibilité au plan technique, c'est exactement le même que celui pour les PO, donc 2 sauts d'étiquette minimum. Pour les surfaces, pour les critères techniques, c'est exactement la même chose. Par contre, pour savoir si les personnes sont éligibles ou pas, c'est un petit peu différent dans la mesure où les SCI ne sont pas éligibles, notamment. Les SCI ne sont pas éligibles, donc c'est juste les personnes physiques qui sont modestes ou très modestes, qui peuvent bénéficier de ce dispositif. Ok, parfait. Et ce dépôt de demande est à réaliser du coup en papier. Donc j'ai fait un dépôt de 145 pages d'un dossier que j'ai imprimé en 3 fois parce que j'avais plus assez d'encre. Alors je réponds juste pour que vous compreniez peut-être pourquoi ces papiers. C'est parce que si vous voulez, les SI, les services, c'est une aide qui a dû être mise en place très rapidement et du coup, il n'y a pas encore le service en ligne. Mais ce n'est pas périn que ça fonctionne comme ça. Je comprends. C'est une solution provisoire qui a été mise en place pour pouvoir faire bénéficier l'aide quand même aux personnes cette année et ne pas attendre l'année d'après. En ce qui concerne, là je peux que répondre pour la DDT 31, donc pour Toulouse et pour le SICOVAL, pour tous les dossiers de Toulouse et du SICOVAL. Quand on dit papier, mail, ça fonctionne. Donc c'est pas par courrier, c'est un mail à la DDT. Non, mais il va falloir clarifier les choses. Avec des pièces. Non, mais justement, j'ai dû faire un complément de dossier de la 3e impression adapté justement aux pièces manquantes en papier, voilà, de main en main. Mais où? C'était à Montauban. Alors, mais Montauban, du coup, c'est un autre service instructeur. Oui. Donc là, pour le coup, est-ce que vous leur avez... Enfin, je ne peux pas répondre pour les autres services instructeurs. En tout cas, nous, quand on dit papier, ça peut être numérique. Mais c'est juste que ça veut dire qu'ils ne passent pas par la plateforme de services en ligne. Ouais. Ok. Et sachez que peut-être l'an prochain, ce sera enfin sur une plateforme de services en ligne dématérialisée. Parfait, merci pour ces précisions. Et pardon, je n'ai pas répondu précisément à votre réponse sur les avis étrangers. Les avis étrangers pour PB ne sont pas éligibles. Hein. J'ai une question associée. Un ménage qui habitait à l'étranger, qui revient, parce qu'ils étaient expatriés, revient en France, fait des travaux sur sa résidence principale, qui veut demander ma prime rénov parcours accompagné, est-ce qu'il peut ou pas? Parce que j'ai trouvé les informations que non, il ne peut pas. Alors là, du coup, il n'est pas propriétaire bailleur, il est propriétaire occupant. Oui, propriétaire occupant. C'est pour sa maison. Oui. Là, en fait, il faut qu'il soit référencé à l'administration fiscale. C'est ça qui va compter. Mais donc, pour l'instant, ils n'ont pas d'impôt sur le revenu en France. Ils ont un avis d'impôt, d'imposition parce qu'ils ont un loyer qui tombe sur un autre bien. Donc, ils ont un avis d'imposition, mais ils n'ont pas de revenus stricto sensu. Ils n'ont pas d'avis d'imposition français.
Il y a que, l'impôt sur le revenu est à 0. Non, mais ils ont des revenus. Ils ont des revenus qui étaient ailleurs où ils ont Alors, payé des impôts sur ailleurs. les revenus à l'étranger, en fait, ça fait partie des exceptions qui demeurent, c'est-à-dire que pour les intermédiaires et les supérieurs qui passent par la plateforme MPR, Oui. eux, c'est sûr qu'ils ne sont pas éligibles. Pardon. Par contre, en local, nous, donc s'ils sont modestes ou très modestes, dans ces cas-là, il faut fournir tous les avis d'imposition, notamment s'ils ont été dans plusieurs pays étrangers. Il faut tout fournir et en fonction de ça, c'est très très fastidieux pour nous, mais on le fait. On analyse la légibilité ou pas du demandeur. Là, ça fait partie vraiment des subtilités liées au fait qu'il y a une coexistence en fait, d'une instruction nationale pour les ménages intermédiaires et supérieurs et une instruction locale antérieure pour les ménages modestes et très modestes. Alors, pardon, j'apporte juste un complément pour venir un peu en secours de l'ANA là-dessus. C'est vrai que par définition, revenu fiscal de référence, ça fait référence. Et c'est l'administration fiscale qui le fait, c'est les impôts qui font ça. Du coup, c'est très compliqué pour n'importe quel service instructeur, mais que ce soit la DDT, Toulouse Métropole, les C2E, à l'époque le crédit d'impôt et ainsi de suite, d'essayer de leur faire interpréter des données qui sont normalement interprétées par les impôts. Du coup, à ce moment-là, il y a quand même un bon réflexe à avoir quand des gens ils sont dans des situations comme ceci, c'est d'aller voir les impôts et de leur dire « allez voir les impôts, faites mettre votre situation à jour, obtenez un revenu fiscal de référence à jour, et après, du coup, oui, c'est ça. Après, ils résoudront peut-être pas toutes les situations, mais sur des questions aussi de décès ou de naissance d'enfants ou de ce genre de choses, l'administration fiscale peut mettre à jour le revenu fiscal de référence qui, par définition, fait référence après pour tout le monde. Parce que du coup, c'est vrai que sinon, après, à chaque fois, on demande au service instructeur, oui, et cette situation, et cette situation. Et en fait, on demande à un service instructeur d'interpréter juridiquement des points qui ne sont pas de notre compétence. En fait, oui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le site MaPrimeRénov', il est directement relié au service des impôts. On vous demande de rentrer vraiment le numéro de référence de l'avis. Donc, c'est vraiment relié au service des impôts. Donc, si ça, c'est pas carré, tout va en découler. Donc, dès qu'il y a une naissance, un décès, un changement de situation, c'est l'avis d'imposition qui doit être mis à jour. Et c'est toujours le dernier avis qui est pris par le site MaPrimeRénov'. Mais c'est vraiment la base pour après déterminer dans quelle case ils vont se situer, quoi. Oui. Pour aller un peu dans le sens de ce que tu dis, pour MaPrimeRénov', en fait, l'instruction, elle est presque machinale et mathématique. C'est-à-dire que les adaptations sont très compliquées à avoir. Tandis que pour les aides locales, on va aussi se servir de l'avis d'imposition, on va aussi tenir compte de ce que disent les impôts, mais notamment les enfants à naître, que nous, on peut prendre en compte. Ça, c'est un document en plus que nous, on va analyser. Donc, que ne peut pas analyser MaPrimeRénov' pour les intermédiaires et supérieurs. Donc, il y a quand même des toutes petites subtilités comme ça qui existent. Il y a un chantier de convergence, ça a énormément déjà convergé pour ceux qui sont dans la rénovation depuis longtemps. Avant, c'était vraiment deux systèmes avec deux critères techniques complètement différents. Maintenant, c'est quand même déjà un peu mieux. Pour les revenus, il y a encore quelques différences. Mais par contre, très bon conseil, Rémi, sur les revenus. Dites-leur d'aller voir l'administration fiscale pour mettre à jour leurs références. Donc, j'ai des clients qui ont acheté une maison qui est à 5 niveaux, enfin avec plusieurs appartements, et ils ont donc aménagé 2 niveaux, 3 niveaux pour eux-mêmes, enfin à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Et ensuite, ils ont un appartement qu'ils louent. Je voulais savoir s'ils pouvaient cumuler propriétaire-bailleur et propriétaire-occupant, puisqu'ils ont 2 niveaux, enfin 2 étages dans cette maison à 5 niveaux. D'ailleurs. Sachant qu'ils ont c'est bien répertorié sur bien immobilier, qu'il y a bien 2 logements séparés, quoi. Voilà. Alors oui, en fait, ils peuvent faire une demande en tant que propriétaire occupant et une demande en tant que propriétaire bailleur. C'est vraiment oui, dès l'instant où 2 c'est bien logements répertorié différemment. Oui, j'allais dire réglementairement, pas de souci, il peut cumuler les 2, mais après, il faut qu'il s'assure de pouvoir gérer le suivi des travaux, l'avance des freins. Ça me paraît assez énorme, mais potentiellement, il n'y a pas de problématique. Oui, après, bon. Par contre,
Alors, du point de vue administratif, sur cette question-là, il existe les ADIL, Agences départementales d'information sur le logement. C'est encore une mission de service public, mais c'est des accompagnements et conseils juridiques et financiers. La réponse qu'ils vous feront à ça, c'est les gens, ils achètent une maison, c'est considéré comme un logement au niveau administratif. Il faut qu'ils fassent une séparation officielle en plusieurs. Et après, effectivement, une fois que ça c'est fait et qu'il y a bien des adresses différentes avec des entrées différentes, c'est ça. Que ce soit considéré comme des logements différents au sens, encore une fois, du droit immobilier. Là, après, du coup, ils peuvent demander un dossier en fonction des éligibilités et ainsi de suite. Il faut des systèmes de chauffage différents. Enfin, voilà, il faut vraiment que ça soit des logements totalement indépendants, quoi. Entrée autonome, Entrée autonome. code postal autonome et acte juridique de différenciation. Question pour taper dans la fourmilière, parce qu'on va y aller directement. Je suis désolé. Aujourd'hui, en tant qu'instructeur, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir contrôler un audit énergétique? Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir comprendre l'audit et comprendre ce qu'il en ressort et ce qu'il en ressort pas? Je m'explique pourquoi. Je vois trop de dossiers actuellement où j'ai des boîtes qui sont RGE études et qui font des audits, qui sont validés par des MAR et qui font les travaux derrière. Aujourd'hui, je pense malheureusement à tout ce qu'on a pu voir en arrière, tout ce qu'on a pu voir sur l'isolation 1 euro, tout ce qui pourrait avoir une niche fiscale. Et on a pas mal de gens qui sont en train de s'engouffrer là-dedans. Et c'est vrai qu'en termes de contrôle, la question que je me pose en définitive, c'est aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir contrôler ça, ou est-ce que vous faites entièrement confiance à l'audit qui a été validé par quelqu'un qui est censé être formé et faire les choses comme il faut? La question est complexe. Je le comprends. Alors, il y a plusieurs voies pour répondre. Il y a une politique de contrôle au niveau national et au niveau local, au niveau régional. Et du coup, c'est pas la même chose qu'on va repérer au même niveau, en fait. Il y a l'ANA centrale qui fait une politique de contrôle avec des remontées de signalement qui, elle, suit une partie des audits par échantillonnage, d'autant plus depuis que la méthode d'analyse a été unifiée et que les audits sont référencés. C'est beaucoup plus facile qu'avant, parce qu'avant, en fait, il existait très peu de façons de contrôler de façon scientifique les choses. Après, nous, au niveau local, on les regarde, on regarde que ce soit conforme au devis, mais on n'a pas votre connaissance, enfin, on n'est pas auditeur. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas, et après, je dirais, ça dépend de la sensibilité de chaque instructeur. C'est-à-dire qu'il y a des choses évidentes. S'il y a un travaux qui permet pas beaucoup de gains et qu'on voit qu'on passe de G à A, on repère qu'il y a une problématique. Et dans ces cas-là, nous, après, on analyse le sujet, on le montre à des collègues, on peut le faire remonter à la centrale, etc. etc. Donc, je suis un peu embêté par votre question. Je suis désolé. Et juste dernière question, quelle tolérance vous avez par rapport à les différences de surface entre des devis et un audit? J'entends 10%, j'entends rien, j'entends plein de choses. Et donc, je me pose la question. Théoriquement, ça doit être exactement conforme. D'accord. Il doit y avoir normalement un parallélisme total entre ce qui est saisi dans mon projet ANA, ce qui est saisi dans l'audit, ce qui est saisi dans le devis. Je dis ça c'est théorique. Maintenant, quand il y a 2 mètres carrés d'écart entre le devis et l'audit, ça peut arriver qu'on se dit, ben oui, c'est... Comment? Bien sûr. Oui. Je ne sais pas, vous faites référence par rapport au mètre carré d'isolation qu'il y aurait dans un devis? C'est ça, en général, parce que le problème qu'on peut rencontrer, donc justement, j'en reviens sur le plan de financement et les devis avant audit. Aujourd'hui, quand on fait notre audit, moi je fais des audits, quand on fait des audits, aujourd'hui on fait des relevés, on rentre ça dans des bécanes, on a des données qui sortent toutes seules, sur l'ICL, sur j'en passe des meilleurs. Aujourd'hui, quand on rentre en phase de vie, c'est-à-dire qu'on rentre en phase 2, c'est-à-dire qu'on a validé la poursuite du projet MAR, on a des artisans qui nous arrivent et qui nous sortent des données qui ne sont pas bonnes. Et donc nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, tu dois être conforme à l'audit, c'est l'audit qui fait foi. C'est pas ton devis qui fait foi, c'est l'audit qui fait foi. Mais aujourd'hui, alors à Toulouse, je ne sais pas comment ça marche, moi je fais partie d'une boîte, on est national, moi je gère le secteur de Toulouse, et c'est vrai qu'on a des réglementations qui sont complètement différentes suivant les localités, suivant les façons d'instruire aussi. Et c'est vrai qu'on a un petit peu de mal, on se perd en fait, si vous voulez, pour avoir une homogénéité de tout ça, à partir du moment où on n'est pas sur mon projet Renault.
Donc c'est vrai que c'est des questions que je me pose, comme aussi j'entends pas mal de choses. Il y a des gens qui ont réussi à subventionner des projets MPR avec en consommant une chaudière fuel. Ah non, ça impossible, on est c'est bien des d'accord. erreurs grossières On est d'accord, d'instruction, hein, pour le coup. hein. J'entends aussi qu'il y a des gens qui arrivent à passer sur des packs RR alors qu'ils ont des systèmes hydrauliques en place, qui peuvent être améliorés. Donc c'est vrai que c'est des questions qui sont bizarres. J'avais des échanges avec Christopher de TMR, de Toulouse Métropole Rénovation, et c'est très compliqué de sortir son épingle du jeu et de savoir sur quel pied danser avec tout ça. Partager une expérience parce que, en fait, moi j'ai été contrôlé 3 fois sur chantier. Et donc, bon, j'ai de la chance. Non, ça s'est toujours bien passé. Mais juste pour partager cette expérience, en fait, ce qui a été donc c'était la DDD 31. Ce qui a été contrôlé, c'est l'audit énergétique. Sur la base de l'audit énergétique, voir tous les postes, tous les éléments d'état des lieux, la composition des parois, composition des fenêtres, simple vitrage. En fait, tous les points qui vont constituer l'audit ont été vérifiés pour vérifier qu'il y a une cohérence. Et après, il y a aussi il y a un dialogue qui s'est fait lors de ce contrôle sur les préconisations de travaux, à savoir si c'était adapté au lieu que l'on visitait ensemble avec donc pour savoir si effectivement tous les éléments qui ont été préconisés et qui constituent le projet de travaux ont été évalués avec et donc il a fallu que moi je justifie ma démarche de conseil et voilà de MAR, pourquoi j'ai préconisé ça s'est très bien passé. Il y a eu un cas particulier parce que c'était un financement avec toutes les aides cumulées en secteur toulousain, où on était à 100% de financement. Donc pour un des projets, il y avait un poêle à bois en complément qui est sorti du lot parce que c'était considéré non accessoire par rapport à un système de chauffage général. C'était le seul point qui a été sorti du projet. Après, ça reste un dialogue. Mais en tout cas, c'était pour revenir sur ta question que en fait, c'est l'audit, tous les points de détail d'audit qui sont contrôlés, les devis et la cohérence du projet de travaux. C'est 1 heure par contrôle, donc c'est long. Mais bon, après, c'est fait en intelligence et ça se passe très bien, quoi. Et je compléterai en disant qu'aussi on est avant le contrôle sur place, effectivement, qui vérifie les données de l'audit. On est en train là de mutualiser, on va dire, tous les signaux d'alerte qu'on peut voir à différents niveaux, espace conseil, service instructeur et ainsi de suite. Toutes les alertes, voilà, il y a des cas effectivement typiques sur des maisons assez récentes qui ne sont pas du tout isolées dans les combles. Bizarre. Enfin, voilà, on en a plein tous, et du coup, voilà, on les mutualise pour les faire remonter et pour après, du coup, déclencher ce genre de contrôle. Spécifiquement sur les dossiers qui pourront être potentiellement les plus problématiques. Mais du coup, voilà, il y a plusieurs acteurs qui mutualisent ces informations-là. Juste pour ajouter au niveau du Murtin agglo, c'est vrai que nous, on est amené aussi à faire des contrôles en lien avec la politique de contrôle qu'on a mis en place. Et pour avoir échangé avec l'ANA sur ce sujet, donc il y a ça s'appelle une instruction contrôle qui date de 2017. Donc nous, on s'est basé sur cette instruction. Mais c'est vrai que cette instruction, elle n'intègre pas les mares, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les mares. Et il se peut qu'il faille que cette instruction soit remise à jour en intégrant les activités du MAR un peu pour sécuriser un petit peu plus ces contrôles. Et nous, on essaye d'y aller à 2 personnes, donc l'instructeur et un des conseillers du guichet qu'on a, puisque lui, ce conseiller, c'est vrai qu'il est plus à même d'aller regarder l'audit, parce qu'en même temps, on est MAR. Donc, il connaît un peu cette activité d'audit. Et puis comme ça permet une analyse technique. Et une technique, analyse voilà, administrative c'est ça. et juridique. Voilà. Après, voilà, est-ce que juridiquement on est dans notre droit enfin, je pense, voilà. Mais c'est vrai que si l'instruction de 2017, quand elle sera mise à jour et qu'elle intégrera les audits et les activités des MAR, peut-être ça sera un peu plus cadré. Et juste un autre point là, sur la politique de contrôle. Il faut voir aussi les contrôles souvent comme une opportunité de poser des questions, d'échanger et d'affiner justement le processus. Donc là, pour certains d'entre vous, maintenant vous commencez à bien entrevoir les
certaines dispositions, mais il faut bien les voir comme une opportunité d'expliquer le projet, d'expliquer pourquoi il y a un deuxième système de chauffage. Ce type de choses, c'est l'opportunité. Et il y a, je pense, qu'un message quand même à faire passer. N'hésitez pas à mettre des informations en plus pour expliquer le projet, notamment quand ce n'est pas des projets lambda. Alors les photos avant-après, ça on vous l'a déjà dit, mais quand il y a des subtilités, ou que c'est, je sais pas, vous pouvez mettre toute information en plus le cas échéant. Ça peut éviter des sollicitations, des allers-retours et de prendre plus de temps du coup pour le demandeur et pour vous. Excusez-moi, c'est pas à moi de prendre la parole, mais j'en profite parce que j'ai eu cette expérience de contrôle. Le dernier contrôle que j'ai eu, c'était dans le secteur de Revel. Donc effectivement, c'était l'instructeur et un conseiller énergie du secteur qui sont venus pour faire ce contrôle. Ils ont une politique de contrôler 10% des dossiers de façon aléatoire, y compris les espaces Conseil France Rénov qui sont MAR aussi. Donc il ne faut pas croire que c'est que réservé aux MAR. Aussi, il y a un contrôle des institutionnels qui pratiquent le métier. Donc il y a une politique d'homogénéité et démocratique là-dessus, quoi. Je vais faire juste une petite remarque sur la discussion que l'on vient d'avoir, sur le fait que vous soyez instructeur et MAR. Quelque part, ça me pose un problème. Mais bon, c'était juste une petite remarque. Mais je peux comprendre. Parce que vous ne pouvez pas être jugé parti, en tout cas à mon sens. Les gens seraient tués. Voilà, bon, c'était un petit aparté. Moi, je voulais revenir sur un sujet qui est les SCI. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'une SCI ne pouvait pas bénéficier des aides MPR. Pour les PB, ça, pas pour les PO, pour les PB. Oui. Alors, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais suivant le type d'imposition de la SCI, on peut ou pas bénéficier de MPR. Je m'explique. Si on est sur l'IS ou sur l'IR, on peut ou pas bénéficier des aides. On est d'accord ou j'ai pas une bonne information? Oui. Alors après ça, je pense, sur la FAQ, vous pouvez le regarder. Sur Extra Rénov, oui. C'est précisément. On peut en parler aussi d'Extra Rénov. C'est la liste d'éligibilité. Non, alors juste, puisque vous parlez d'Extra Rénov, ce serait bien que les réponses qui sont apportées ne bougent pas dans le temps. J'ai trois exemples de réponses qui ont été modifiées dans le temps. Oui, alors. Voilà. Voilà, ça c'est juste pour Extra Rénov. Ça pourrait nous aider à mieux faire notre travail, tout simplement, et à éviter les erreurs, et à vous présenter des dossiers qui sont parfois avec des questionnements. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est au sujet des travaux induits. Est-ce qu'il est prévu à un moment donné qu'on ait une liste, non pas très précise, mais beaucoup plus précise que ce qui existe par rapport aux travaux induits, pour savoir où est-ce qu'on doit les classer dans nos audits? Oui, celle de 2021, vous voulez parler? Non. Ben, vous trouvez qu'elle est assez précise, cette liste-là? Très franchement? Ouais. Bon, moi, je pense qu'elle mériterait quelques éclaircissements, mais c'est un avis personnel. Voilà. Et dernière chose, est-ce qu'il est prévu un annuaire des instructeurs pour que l'on puisse les consulter si on a une interrogation sur un dossier, pour éviter de vous présenter un dossier qui va vous prendre du temps en commission, alors qu'on aurait pu mieux le préparer avant de le proposer, tout simplement, quoi, pour être constructif. Non pas pour vous téléphoner tous les jours, je vous rassure. Non, mais je vais faire un peu du plus simple au plus compliqué. Pour l'annuaire, vous pouvez tout à fait poser des questions sur les boîtes mail génériques. Après, si c'est un dossier en cours, c'est redirigé automatiquement vers l'instructeur qui suit le dossier. D'accord. Et le mieux, c'est d'utiliser ça pour poser la question, même si vous avez une question d'éligibilité ou quoi, vous pouvez poser des questions en amont. Okay. Nous, on y répond, donc il n'y a pas de souci. Voilà, plutôt qu'avoir un instructeur en particulier, parce qu'on change de dossier et tout, vaut mieux l'envoyer sur les boîtes fonctionnelles. En plus, c'est jamais perdu comme ça, donc c'est plus fiable. Okay. Après, sur la question des travaux induits, alors j'ai pas tout entendu ce qui a été dit à gauche. Les travaux induits, le problème, ça fait longtemps, hein, ça fait 10 ans qu'il y a eu plusieurs travaux, des
des propositions, mais le problème, c'est que par essence, dès qu'on fixe une liste, et pas forcément dans le sens que vous pensez, c'est-à-dire dans un sens parfois restrictif, c'est très compliqué à définir, parce qu'il va toujours y avoir le travaux induit qu'on n'a pas listé et qu'il faudrait prendre en compte. C'est pour ça que c'est impossible de faire une liste très précise. Par contre, il faut rester dans, je dirais, du bon sens. De la logique, oui, je suis d'accord. Mais ça n'empêche que des fois, on a des interrogations et on n'a pas forcément la réponse dans les textes qui sont publiés. Oui. Voilà. Alors, je vais profiter d'avoir le micro pour faire une dernière remarque. Est-ce que, suivant entre les différentes régions, puisque nous, on est nationaux aussi, on fait comme nos confrères, il y a les réponses que vous apportez localement qui sont diffusées pour essayer d'harmoniser tout ça? Normalement, c'est pas dans ce sens. C'est pas dans. Enfin, vas-y. Non, pardon, je vais dire dans le programme d'action. Chaque délégataire a son programme d'action territoriale. C'est une question et c'est pas un reproche, Oui. soyons clairs. Oui. Ouais. Ben, en fait, ça dépend quel type de questions. Si c'est des questions de base réglementaire, normalement, c'est national. Oui, Nous, on a accès. Non, mais je vais donner un exemple plus précis. Dans le cas d'une isolation par l'extérieur, quand on a un logement de plein pied avec un plafond plat, comme le perdu, est-ce que la partie du pignon on peut l'inclure dans les travaux induits ou pas? Suivant les régions, on n'a pas tout à fait la même réponse. C'est un exemple. Donc après, nous, on s'adapte, c'est pas un problème. Mais disons que s'il y avait des échanges qui remontaient au lieu uniquement de descendre, ce serait peut-être pas plus mal aussi, quoi. Alors, il y a quand même des échanges. Je vais vous dire ce qui existe, parce qu'en fait, c'était mon travail avant. C'était, il y a des échanges entre, l'ANA organise, si vous voulez, des rencontres entre services instructeurs, une fois ou deux fois par an, où l'ANA donne des éléments de langage, des éléments de réponse sur tel ou tel sujet précis. Le problème, c'est que souvent, ces temps sont plus utilisés pour partager toutes les évolutions, vu que chaque année, ça évolue beaucoup, plus que pour aller vraiment dans le détail de choses que vous évoquez. Mais il y a quand même des lieux d'échange et de partage entre services instructeurs. Après, comme le disait Nacera, mais je te laisse dire peut-être pour les programmes d'action territoriale, il y a quelques questions sur les aides locales qui sont vraiment propres à chaque territoire. Oui, après, il y a la réglementation nationale de l'ANA. Et après, chaque niveau local a son propre programme d'action territoriale. Et c'est dans ce document qui peut un peu spécifier certaines règles. Par exemple, la question que vous posez sur l'isolation. Si au niveau du Murtin, on veut mettre une règle un peu plus spécifique, alors sans contraindre la règle nationale, on l'inscrira dans le programme d'action territoriale. Après, pour revenir à ce que vous disiez, nous, on a 2 instructeurs, par exemple, au niveau du Murtin Agglo. Si on a des questions, si l'instructrice a des questions un peu spécifiques sur un dossier, donc c'est pas elle toute seule qui va dire ça je finance pas. On va se réunir et si encore on a des questionnements, on a, ça s'appelle le pôle assistance au niveau de l'ANA centrale à Paris. On leur pose toutes les questions qu'on veut et eux, ils vont nous dire ça c'est finançable, ça c'est pas finançable. Enfin, on fait pas au hasard comme ça. On essaye un peu de cadrer les choses. Voilà. Et après, il faut pas hésiter, vous en tant que MAR, ce que disait Johan, on a des boîtes mail génériques à nous poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Et si jamais on n'a pas la réponse, nous, on a toujours l'ANA centrale, la DDT au niveau local, voilà, pour essayer de cadrer les choses. Oui, oui, parce qu'on n'a pas... Voilà, oui, ça fonctionne, ils sont très réactifs en plus, et ils nous donnent des règles précises. Voilà. Oui. Quand on a un débat comme ça, on en discute entre nous, dans l'équipe, après en local, entre membres, et éventuellement en national, selon le type de sollicitation. Après ça, c'est vrai que c'est bien quand on est en local, mais il y a un vrai problème avec MaPrimeRénov' au niveau national, où là, la question de retoucher l'audit une fois qu'on a eu les devis pour que ça colle, elle se pose vraiment. Nous, avant d'être MAR, on faisait des audits dans le cadre de MaPrimeRénov' Réno Global. On sait qu'il y avait quand même une marge accordée, une marge de différence entre les surfaces, parce qu'il y a des vraies raisons de ne pas avoir la même surface déperditive et d'isolant.
Ouais, mais quand on est en ITE, il peut y avoir le soubassement qui est isolé, il peut y avoir le pignon, enfin, il peut y avoir plein de raisons qui font que forcément, on n'est pas sur la même surface. Et ça passait. Alors avec le MAR, je ne sais pas comment va se passer l'instruction, on n'a pas encore déposé de dossier, mais on a eu 3 ans d'expérience de MaPrimeRénov'. On sait qu'il y a des échanges fréquents, parfois houleux, voilà. Et oui, ça nous est arrivé de parfois reprendre l'audit pour que ça colle et qu'on ne se pose plus de questions, quoi. Voilà. Alors, à l'époque, c'était pas l'audit enregistré à l'ADEME, c'était une étude thermique, ça change la donne, c'est sûr, ça change la donne. Là, on va voir comment ça se passe. Mais il y a des vrais arguments techniques qui justifient complètement des différences entre l'audit et les devis, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à mettre tous les commentaires dès qu'il y a une petite divergence ou dès qu'il y a une petite bizarrerie, parce que ouais, les instructeurs de MaPrimeRénov', des fois, c'est un peu des machines, quoi. On a l'impression qu'ils cochent des cases. Moi, je me rappelle d'un dossier qui avait été refusé parce que dans l'audit, il y avait pas Carrère et dans les devis, il y avait Gainable. Et ça collait pas. Bon, il a fallu plusieurs échanges avant de comprendre qu'on parlait de la même chose, quoi. Mais donc, je pense que les instructeurs de MaPrimeRénov' sont pas toujours des techniciens, quoi. C'est même sûr. C'est confirmé. Et la bonne nouvelle, c'est que nous, on est meilleurs. Je suis d'accord. Et au moins, on peut discuter, parce que c'est ça aussi la difficulté de l'instruction de MaPrimeRénov', c'est que c'est jamais le même instructeur qui traite le dossier. On nous a expliqué que c'était pour des raisons d'indépendance, bon, il le justifie, mais du coup, on n'a jamais le même interlocuteur, il faut toujours refaire l'historique, et on peut avoir des sons de cloche différents à chaque fois.